Stéphane, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes un spécialiste du pétrole, le pétrole qui a connu un parcours assez erratique ces derniers mois. Si on considère le Brent, il était au-dessus des $80 à l'été, c'est ça? Fin septembre. Voilà, il a chuté pour retomber à $50, enfin dans la zone des $50, et puis maintenant il s'est redressé pour fluctuer dans la zone des $62 le baril. Vous nous dites, Stéphane, que ce mouvement haussier arrive à son terme. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors si on regarde le marché pétrolier pour 2019, on peut estimer aujourd'hui, sur la base des prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, que le marché pétrolier sera soit équilibré en 2019, soit en légère surproduction. Alors la demande devrait continuer à être bonne, avec une croissance de l'ordre de 1 à 1,5%. Et d'ailleurs, la demande est bonne depuis la sortie de la grande crise financière de 2009. On a eu globalement une bonne demande de pétrole. Donc, bonne demande de pétrole en 2019. Par contre, il a fallu que l'OPEP annonce une réduction de sa production, donc annoncée fin novembre 2018, avec effet sur l'année 2019, pour équilibrer le marché. Donc, OPEP plus quelques pays non OPEP, comme la Russie et le Mexique. Donc, il a fallu une réduction de production pour arriver soit à un équilibre ou peut-être une légère surproduction en 2019. Dans ce cadre, il est quand même difficile d'espérer une poursuite d'une forte hausse du prix du pétrole. Alors ce qui est intéressant, parce que vous nous avez apporté quelques données, c'est qu'en effet, et là on a un tableau qui apparaît à l'écran, on voit que la demande et l'offre, alors là c'est exprimé en millions de barils jour. Voilà, l'unité c'est le million de barils jour. Est parfaitement équilibré, puisqu'on a 100,9 millions de barils jour d'offres, pour une demande de 100,6 millions de barils jour. Donc là, il y a même un léger excès. Un petit excès. Donc aujourd'hui, on peut se dire qu'en effet, on est sur une sorte de plateau et qu'on ne devrait pas bouger. Cela étant, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs éléments qui pourraient retendre un petit peu le rapport entre offre et demande, le déséquilibrer? Alors, si on considère déjà l'environnement macroéconomique, là, vous me dites la demande est plutôt en rapport avec l'offre, mais justement, on a quelques inquiétudes. On voit des indicateurs PMI qui fléchissent un peu dans toutes les zones. Est-ce que ça ne pourrait pas affecter la demande et donc provoquer un surcroît d'offres et ramener les cours à un niveau plus bas? Alors effectivement, c'est un risque, puisqu'on voit, comme vous le mentionnez, une décélération de la croissance mondiale en 2019 par rapport à 2018. On parle beaucoup de la décélération en Chine, qui a été quand même un grand moteur de croissance sur la demande de pétrole ces dernières années. Donc je pense qu'il y a plutôt un risque de révision en baisse qu'en hausse sur la demande de pétrole mondiale en 2019. Plutôt un risque pour la demande de pétrole, donc, mais reprenons les arguments concernant l'offre. Alors, beaucoup ont insisté sur le développement du pétrole de schiste aux États-Unis, expliquant que cela avait contribué à fluidifier, à étendre l'offre de pétrole et donc à équilibrer le rapport entre l'offre et la demande. Or, d'aucuns allèguent aujourd'hui un certain nombre de goulets d'étranglement du côté du pétrole de schiste, goulets d'étranglement qui pèse évidemment sur l'offre. Alors, oui, disent-ils, il y a une production qui est très importante, mais elle n'est pas de même nature que le pétrole traditionnel. On a un pétrole de schiste qui est beaucoup plus léger, beaucoup moins lourd, et ce pétrole de schiste, en étant plus léger, intéresse beaucoup moins les raffineurs, puisque les marges se font sur du pétrole lourd. Ça, c'est le premier goulet d'étranglement. Le deuxième, c'est qu'on a un manque de pipeline et de main-d'œuvre. On a des chiffres d'ailleurs assez affolants concernant les salaires des conducteurs de camions-citernes. On manque de conducteurs et on voit bien que là, on a un problème également au niveau de la distribution. Du coup, est-ce qu'on ne surestime pas la vigueur potentielle de l'offre dans ce rapport offre-demande? Alors côté logistique, effectivement, il y a un goulet d'étranglement qui a commencé à peu près au milieu de l'année 2018 et qui devrait durer jusqu'au troisième trimestre 2019, puisque la hausse de production pétrolière aux États-Unis était freinée, elle a été extraordinaire ces dernières années, et les capacités de pipeline pour amener ce pétrole, soit dans les raffineries, soit dans les centres d'exportation, n'étaient pas suffisantes. Par contre, normalement, à partir du troisième trimestre 2019, de nouveaux pipelines vont entrer en activité, et ce goulet d'étranglement devrait disparaître. Sur la qualité du pétrole, vous avez raison, le pétrole de schiste est un pétrole léger, de bonne qualité,
Effectivement, historiquement, le système de raffinage américain, surtout sur le golfe du Mexique, a été conçu pour traiter des pétroles plus lourds ou avec plus de soufre, où les marges étaient meilleures. Donc c'est pour ça qu'on a vu émerger d'ailleurs cette exportation vers l'étranger du pétrole brut léger américain, notamment à destination de la Chine. Donc ça va peser sur la croissance de la production américaine en 2019. On aura toujours une croissance de la production américaine. Elle sera par contre moins forte que ce qu'on a pu voir en 2018. Donc il y aura une décélération. Mais ce problème devrait être résolu à partir du troisième trimestre 2019. Si on veut parler aussi de contraintes sur la production américaine, je pense qu'il y a une contrainte encore plus simple et plus directe, c'est la baisse du prix du baril. Il y a une spécificité des compagnies pétrolières américaines. La première, c'est qu'elles dépensent l'intégralité de leur cash flow. Donc dès que le prix du baril baisse, le cash flow baisse et les investissements doivent baisser automatiquement. Et la deuxième particularité, c'est que le pétrole de schiste, le cycle d'exploitation du pétrole de schiste est très court. Vous ferez un puits en 2-3 semaines, alors qu'il faut plusieurs mois dans une autre partie du monde. Donc elles ont les moyens d'adapter leur activité assez rapidement et donc réagir plus rapidement à une baisse du baril. Elles peuvent moduler leur production très très rapidement. Ah, c'est vrai, beaucoup plus rapidement qu'un Exxon, un Total ou un Chevron qui opère en Afrique de l'Ouest ou ailleurs. Il y a un autre point que j'aimerais qu'on aborde justement quand on étudie cette question de l'offre et de demande de pétrole, et c'est un facteur de contrainte de l'offre, parce qu'on l'entend parler de ça régulièrement, c'est la déplétion naturelle. Donc la déplétion naturelle, je vais parler sous votre contrôle, c'est le fait qu'un puits de pétrole voit sa rentabilité décliner au fil du temps. C'est une baisse de rentabilité de l'ordre de 4-5% par an. C'est-à-dire qu'un champ de pétrole se vide. Les réserves ne sont pas infinies, il y a des réserves finies. Il y a moins de pression dans la poche. En plus. Et donc il faut travailler justement Exactement. De façon à mieux extraire ce pétrole, puisqu'on ne peut plus l'extraire aussi facilement. Bon, ça nécessite des investissements. Or, depuis quelques années, on entend dire que le niveau d'investissement est insuffisant pour compenser cette déplétion naturelle. Donc moi, les chiffres que j'ai en tête, c'est qu'en gros, il faut 650 milliards d'investissements par an et que les compagnies procèdent à 450 milliards. Donc il manque, depuis 3-4 ans, à peu près un tiers des investissements. Est-ce que ça ne va pas contraindre l'offre sensiblement, nonobstant le ralentissement économique, et peut-être maintenir les cours à des niveaux assez élevés, voire les faire progresser? Alors effectivement, depuis la chute du prix du pétrole fin 2014, on a vu une forte baisse, très forte baisse des investissements des compagnies pétrolières à partir de 2015, qui s'est poursuivie 2016-2017, et donc vraiment forte baisse des investissements, des coûts sur toute la chaîne de valeur du pétrole. Et effectivement, il y a ce phénomène de déplétion. On estime qu'à peu près 4%, si on n'ajoute pas de champs nouveaux en production, la production mondiale de pétrole baisserait de 4% par an, ce qui est gigantesque. Donc il y a un effort d'investissement à faire, ne serait-ce que pour maintenir la production mondiale. Je ne parle même pas de satisfaire la croissance de la demande. Et donc on a eu cette forte baisse des investissements qui, à un moment, normalement, devrait avoir un impact sur la production. Nous ne l'avons pas encore vu. Aujourd'hui, 2018, 2019 même, je pense qu'on pourrait peut-être le voir à partir de 2020. Et effectivement, ça pourrait soutenir les cours du pétrole avec une contrainte supplémentaire sur l'offre de pétrole. Bon, vous voyez les cours du pétrole se situer où à 18 mois? Alors, sur un horizon boursier, effectivement, de 12-18 mois, je pense que dans le cadre actuel, où on a un marché soit équilibré, soit en légère surproduction, je pense qu'on peut avoir un pétrole autour de 65 $ le baril. Alors, pourquoi 65 $ le baril? Quand vous descendez vers les 55 $ le baril, un certain nombre de compagnies pétrolières ne sont plus rentables. Même les fameuses compagnies pétrolières américaines qui exploitent le pétrole de schiste ne sont plus rentables. Donc ça crée une sorte quand même de base à partir de laquelle les investissements baissent, la production s'ajuste. Quand vous dites 65 $ le baril, c'est sur le Brent? C'est sur le Brent, pardon. Et effectivement, il y a une différence qui peut être sensible entre le Brent, qui représente le prix international du pétrole, et le WTI, le prix du pétrole aux États-Unis, qui se traite avec une décote par rapport à ce Brent de l'ordre de 8 $ aujourd'hui. Mais vous disiez donc 65 $ le baril, c'est un niveau... C'est un niveau acceptable pour la rentabilité de l'industrie pétrolière. Donc c'est un niveau à partir duquel l'industrie pétrolière peut réinvestir suffisamment avec une rentabilité suffisante. Au-delà, on commence à rentrer dans des rentabilités, j'allais dire, un peu trop fortes et une tentation de produire à tout va. Bon, on voit que la marge tout de même d'appréciation du pétrole, selon vous, du Brent en l'occurrence, elle est très ténue.
Du coup, comment on joue le pétrole aujourd'hui? Pas en jouant un ETF qui va miser sur l'appréciation des cours, parce que là, encore une fois, le potentiel est limité. Est-ce qu'il y a des façons de faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut s'orienter plutôt vers les pétrolières intégrées, les sociétés d'exploration? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dans un scénario de hausse modérée du pétrole, on est à 62 jusqu'à 65, je pense que les véhicules ou les segments à privilégier, premièrement, je dirais les compagnies pétrolières intégrées. Pourquoi? Parce qu'elles ont énormément réduit leur base de coûts. Et elles sont capables aujourd'hui de financer leurs investissements et leurs dividendes avec même un baril qui descendrait autour des 50-55 $ par baril. Donc vous avez un rendement du dividende autour de 5% qui est, on peut dire, un peu garanti, ce qui est une bonne base pour un investissement boursier. Donc on a un coussin de sécurité même en cas de baisse du pétrole jusqu'à 50 $. Exactement. Je pense que le deuxième segment intéressant à jouer dans le cadre de ce scénario, c'est le raffinage, et en particulier le raffinage américain. On l'a un peu évoqué, il y a une décote du prix du pétrole aux États-Unis par rapport au pétrole international, parce qu'on a une offre en forte croissance et surabondante. Et donc les raffineurs américains ont un avantage de coût. Ils achètent leur pétrole brut moins cher que les raffineurs européens ou asiatiques. Et par contre, ils peuvent revendre les produits raffinés au même cours que les prix mondiaux. Donc ils ont un avantage de coût pour leur marge. Et il y a un deuxième avantage, c'est qu'il y a une nouvelle norme pour les carburants pour l'industrie maritime qui entre en vigueur en 2020. Donc les navires vont devoir utiliser plutôt du diesel désormais au lieu de fuel lourd qui était plus polluant. Donc on devrait avoir une augmentation de la demande de diesel qui devrait avoir un impact positif sur les marges des raffineurs. Alors ça, on a compris. Pétrolière intégrée, raffineur, vous êtes plutôt favorable. Quid de l'exploration? Alors, dans ce cadre-là, si on n'attend pas une forte hausse du prix du baril, les compagnies pétrolières qui font de l'exploration-production, donc des purs producteurs, le scénario n'est pas très favorable pour ces sociétés-là. Ensuite, en termes de cote boursière, vous avez essentiellement des compagnies américaines dans ce segment-là, qui sont des sociétés qui n'ont pas une grande discipline financière, qui font un peu de la croissance à tout prix, quelles que soient les conditions de rentabilité. Et donc, c'est un segment sur lequel je me méfierais aujourd'hui, je serais plutôt prudent, surtout quand on n'a pas une hypothèse de forte hausse du prix du baril. Le deuxième segment où il faut être prudent, je pense, nous sommes dans une phase de marché où l'OPEP et certains autres producteurs doivent réduire leur production. Donc dans une phase de réduction de la production, c'est une phase qui n'est pas favorable aux services pétroliers, puisque ces sociétés-là ont besoin qu'on lance des nouveaux développements de champs et des nouveaux investissements. Donc la phase est défavorable aux services pétroliers. Je ferai une petite dichotomie entre services pétroliers aux États-Unis et hors États-Unis. L'année 2019 sera relativement mauvaise pour les deux groupes dans les services pétroliers. Par contre, comme la production américaine a vocation à continuer à croître de manière sensible, le chiffre d'affaires des services pétroliers aux États-Unis devrait croître de manière sensible. Donc je pense qu'à moyen terme, j'ai plutôt une vision positive des services pétroliers aux États-Unis. A contrario, comme la production croît aux États-Unis et que les autres producteurs dans le reste du monde doivent plutôt se serrer la ceinture en termes de production, c'est plutôt un environnement défavorable pour les services pétroliers hors États-Unis. Stéphane, on a évoqué plein de choses, mais il y a un point qu'on n'a pas mentionné, c'est la situation au Venezuela et en Iran. Parce que ça conditionne tout de même beaucoup le rapport offre-demande. Est-ce qu'on ne risque pas là d'assister à une contrainte de l'offre pour des raisons géopolitiques ? Alors, côté Venezuela, on a eu déjà une très forte baisse de la production vénézuélienne ces dernières années. Le changement politique pourrait peut-être provoquer un chaos supplémentaire et une baisse supplémentaire. Inversement, si on avait un changement, on pourrait avoir l'espoir de retour des compagnies pétrolières internationales et d'un nouveau redéveloppement. Est-ce que la production vénézuélienne peut vraiment encore beaucoup baisser? Possible, difficile à dire aujourd'hui. Côté Iran, quand les sanctions ont été annoncées contre l'Iran, les attentes de chute des exportations iraniennes ont été très fortes et ça a d'ailleurs animé la forte hausse du prix du baril qu'on a eue pendant les 10 premiers mois de l'année 2018. Cependant, Donald Trump a fini par annoncer des dérogations pour les pays importateurs de pétrole iranienne et donc ces attentes de chute des exportations iraniennes se sont évanouies. Et ça a alimenté la forte baisse du baril qu'on a eue sur le quatrième trimestre 2018. Aujourd'hui, on n'a pas encore une visibilité très forte sur l'évolution des exportations iraniennes. Elles ont un peu baissé quand même depuis la mise en place des sanctions. Les derniers chiffres que j'ai pu voir seraient une accélération de cette baisse des exportations. Mais combien de temps vont durer les dérogations ?
Est-ce que les pays qui y ont droit vont continuer à les utiliser? Ça reste quand même une question en suspens, assez importante pour voir l'évolution des exportations iraniennes. Donc c'est à surveiller. C'est à surveiller. Effectivement, ça peut avoir un impact significatif sur l'offre de pétrole mondiale sur 2019. Mais vous restez sur votre scénario d'un Brent à 65 $ le baril. Exactement, qui inclut déjà quand même une certaine baisse des exportations iraniennes. Stéphane, merci. Merci Vincent.